Bonjour, nous sommes à la semaine 2, chapitre 1, du SPOOK, Initiation à la biostatistique. Dans la première partie de ce chapitre, nous avons vu quelques notions et définitions relatives à la biostatistique. Dans cette deuxième partie de ce chapitre, nous allons introduire une notion importante en sciences de la vie et de la santé, à savoir le principe de la variabilité. Les objectifs de ce cours, c'est d'abord introduire la notion de variabilité en sciences de la vie et de la santé comme un fait indétournable, expliquer les différentes sources de la variabilité et enfin introduire la notion d'inférence statistique comme conséquence directe de l'application de la statistique pour traiter ce problème de la variabilité. Alors, d'abord, pourquoi les statistiques en sciences de la santé? Tout simplement à cause de cette notion de la variabilité. Donc, les statistiques vont pallier à cette difficulté qui est posée en sciences de la vie et de la santé, qui est la variabilité. Et puis, parce que également, on travaille sur des échantillons, et comme on va voir, les échantillons, ça change. L'information contenue dans un échantillon, ça change d'un échantillon à l'autre. C'est une notion importante également, une conséquence directe de la variabilité qu'on va voir, qu'on va aborder également dans ce cours. Alors prenons un exemple. Supposons que on s'intéresse à la taille des étudiants dans un établissement universitaire. Prenons par exemple la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. On s'intéresse à la variable taille, qui est une variable quantitative mesurée en centimètres, et pour cela, nous avons sélectionné un échantillon de 30 étudiants de cet établissement. Les données relevées de manière individuelle sur chacun des étudiants qui composent cet échantillon sont mises dans ce tableau. Parmi les questions qu'on pourra poser, quel est le pourcentage des étudiants ayant une taille supérieure à 180? On va supposer par exemple que nous sommes en train de se préparer pour une manifestation sportive. Alors, la vraie question qui se pose enfin, est-ce que, en répondant à cette question, à partir de cet échantillon, nous sommes en train de répondre à la question de manière globale, c'est-à-dire à la distribution de la taille des étudiants dans tout l'établissement. Et justement, ce n'est pas une question facile pour la simple raison, il existe un phénomène qu'on va voir tout de suite, c'est le phénomène de fluctuation d'échantillonnage. Alors, c'est quoi ce phénomène de fluctuation d'échantillonnage? Eh bien, tout simplement, c'est une variabilité, c'est un phénomène traduit par une variabilité entre les différents échantillons. Imaginons une expérience. Si, par exemple, on considère cette bulle grise comme étant la population source, en l'occurrence, dans notre exemple, tout l'établissement universitaire. Ici, par exemple, on va tirer des échantillons. On va prendre, par exemple, ici 3 échantillons parmi cette population-là. Ce qu'on va remarquer, c'est que pour chacun de ces 3 échantillons, la valeur moyenne de la variable d'intérêt, par exemple la taille ici, eh ben, il diffère d'un échantillon à l'autre. Évidemment, si on répète cette opération de tirer des échantillons une énième de fois, et si on mesure bien sûr les valeurs moyennes qu'on va retrouver dans chacun des échantillons, on va à la fin regarder une distribution avec un maximum de valeurs moyennes autour d'une valeur centrale qui normalement doit être la vraie valeur dans cette population-là. Et puis une dispersion plus rare, concernant les valeurs qui s'éloignent de cette valeur centrale. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement à cause du phénomène de la variabilité. Si on considère la variabilité totale en sciences de la vie concernant une variable par exemple donnée, et si on veut analyser la composante ou bien les composantes de cette variabilité, on pourra schématiquement d'abord regarder 2 composantes. La première composante, elle est biologique ou bien intrinsèque.
La deuxième, elle est métrologique ou bien tout simplement liée à l'outil de mesure. Concernant la première variabilité ou bien source de variabilité ou bien composante de variabilité biologique ou intrinsèque, eh bien elle-même elle est composée de composantes. La variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire que c'est une variabilité qu'on pourra observer chez un même individu, et je donne un exemple ici. Si par exemple on s'intéresse à la tension artérielle systolique, bien chez un individu donné, eh bien une mesure à 10 heures sera très probablement différente d'une mesure à midi. Donc c'est le principe de la variabilité intra-individuelle. Ensuite, il y a la variabilité interindividuelle qu'on connaît tous, c'est-à-dire que la variabilité qui existe entre les différents individus concernant une caractéristique donnée. Deuxième composante de la variabilité totale observée, c'est la variabilité métrologique, c'est-à-dire liée à l'outil de mesure. Et là, on distingue deux composantes, la variabilité expérimentale, c'est-à-dire la variabilité liée à l'expérimentateur, à son jugement, à sa façon de lire les résultats de la mesure. Et puis, il y a la variabilité de l'appareil de mesure lui-même, c'est-à-dire l'imprécision quand on observe dans un appareil de mesure, que ce soit un tensiomètre, un thermomètre, un pèse-personne, etc. Donc, pour conclure, la variabilité, c'est la règle en sciences de la santé et non l'exception. Alors, c'est quoi les conséquences directes de cette variabilité? D'abord, le constat qu'il n'existe pas de vraies valeurs. On n'a que des valeurs usuelles. Et puis, il y a des valeurs exceptionnelles hors normes. Si je donne l'exemple, par exemple, de la taille des individus dans une population, prenons la population marocaine, par exemple, eh bien, tout simplement, on va observer que, de manière usuelle, un maximum d'individus, bien sûr, c'est en fonction du sexe, et possèdent des tailles qui sont plus ou moins autour d'une valeur qui est commune ou usuelle dans cette population. Et bien sûr, on va trouver, mais de manière plus rare, des individus d'une taille assez grande par rapport à ce qu'on observe dans cette population, et puis des individus d'une taille assez petite par rapport à la moyenne observée dans cette population. Ce sont donc les valeurs exceptionnelles hors normes. Et donc cela, ça pose une difficulté pour interpréter et utiliser les informations mesurées. Et justement, on va voir comment, par la suite dans ce module, comment traiter cette notion de variabilité. Alors, en résumé, la variabilité est une caractéristique dans le domaine des sciences de la santé. Et on l'observe chez un même individu, c'est la variabilité intra-individuelle. Entre les individus, c'est la variabilité interindividuelle. Et puis, entre les groupes d'individus. Donc, la biostatistique est justement, possède des solutions pour traiter les problèmes de la variabilité dans les données. Sachant que, et je le répète encore, la variabilité constitue la règle et non l'exception. Alors, quelques notions fondamentales pour pouvoir avancer, c'est d'abord la notion d'unité statistique ou d'individu. Eh bien, tout simplement, c'est une unité distincte chez laquelle on peut observer une ou plusieurs caractéristiques de données. C'est un élément sur lequel sont effectuées des observations ou des mesures. Eh bien, ça peut être un patient, un individu de la population, un animal, un organe, une cellule, etc. Comme ça peut être un groupement d'unités, c'est-à-dire une grappe ou un cluster, par exemple le patient d'un service. Je donne ici deux exemples. Premier exemple où l'unité statistique est un individu. Par exemple, on s'intéresse à la note d'un étudiant dans un groupe de TD. À ce moment-là, l'individu ou l'unité statistique, c'est un étudiant. Dans l'exemple 2, le paramètre étudié, c'est la note moyenne de chaque groupe de TD. Donc, j'ai envie de présenter les données, mais en fonction de deux groupes à ce moment-là, et pas en fonction des individus. Et dans ce cas, l'individu, la notion d'individu, ou bien
l'unité statistique, eh bien, c'est tout simplement un groupe de TD et pas un étudiant. Et dans ce cas, ça s'appelle une grappe. Un autre concept important en biostatistique, c'est celui de la population. Nous avons déjà vu l'unité statistique ou l'individu. Maintenant, on va voir la population. Eh bien, tout simplement, la population, c'est l'ensemble des individus possibles ou bien d'unités statistiques possibles sur lesquelles on étudie une ou plusieurs caractéristiques. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de population, ça ne veut pas dire la population, toujours la population générale, mais c'est tout simplement, et d'ailleurs c'est le cas le plus souvent, c'est la population d'intérêt ou bien la population spécifique. Exemple, femmes atteintes du cancer du sein, ensemble des patients hospitalisés, toutes les naissances de l'année en cours, les enfants de moins de 5 ans, ensemble des étudiants inscrits, etc. Donc, la notion de population, ça veut dire tout simplement une population d'intérêt et non pas la population générale. Et puisque la population elle est de grande taille, on va donner la notation grand N à cette notion de population. Alors, le cas exceptionnel où on travaille sur toute la population, c'est quand la population elle est limitée, exhaustive, ou bien dans l'exemple très connu qui est celui du recensement. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on examine tous les individus qui composent une population et on travaille donc sur toute la population. Mais en général, la situation la plus courante, on travaille seulement sur un échantillon, c'est-à-dire un petit groupe tiré ou bien prélevé à partir de la population d'intérêt. Alors, c'est quoi un échantillon? Eh bien, c'est un sous-ensemble d'une population qui est de taille finie. Donc, une taille finie qu'on peut contrôler et donc on pourra faire des mesures sur l'ensemble des individus ou bien d'unités statistiques qui composent cet échantillon. Exemple, 200 femmes atteintes de cancer du sein, 100 étudiants inscrits à la faculté de médecine, etc. Donc, la taille, elle est finie et on donne la notation petit n à la taille de l'échantillon. Il faut savoir également que quand on travaille sur un échantillon, eh bien, on connaît tous les individus qui composent cet échantillon-là. Alors, pourquoi travaille-t-on sur un échantillon? Eh bien, on travaille sur un échantillon pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est impossible d'avoir la population entière. En général, c'est impossible. Et puis, même si c'est possible, à ce moment-là, le coût sera très très élevé, voire inabordable. Et en termes de logistique et tous les besoins nécessaires de travail. Et puis, si on suppose qu'on a les moyens, il y a également cette question de temps parce que examiner une grande population va nécessiter beaucoup de temps. Donc, c'est pas du tout raisonnable de travailler sur toute la population. C'est pour cela on travaille le plus souvent sur des échantillons. Alors, puisqu'on travaille sur des échantillons, il faut quand même que cet échantillon soit de bonne qualité. Pourquoi? Pour refléter un peu ce qui se passe dans la population source, la population d'origine. Et cette notion s'appelle représentativité. Donc, représentativité. Donc, un échantillon de bonne qualité est un échantillon qui est représentatif de la population d'origine en termes de variabilité et en termes de toutes les caractéristiques de la richesse qui se trouve dans cette population. Et pour cela, il faut que l'échantillonnage, c'est-à-dire l'opération qui consiste à tirer un échantillon, soit faite de manière rigoureuse et scientifique. En général, la méthode aléatoire est la meilleure méthode qui va permettre quand même d'avoir un échantillon représentatif de la population d'origine. Enfin, une troisième notion importante, c'est que une fois
les données qui se trouvent sur un échantillon tiré d'une population sont analysées, eh bien, le rôle de la biostatistique finalement, c'est de généraliser cette information sur toute la population. Et cette façon de généraliser, ça s'appelle l'inférence, ou bien l'inférence statistique. C'est-à-dire, nous avons une population, on s'intéresse à une caractéristique donnée, par exemple le poids, la taille, l'âge, la distribution d'une maladie, etc. Vu les raisons qu'on a vues auparavant, le coût, le temps, les moyens, etc., on peut pas travailler sur toute la population, donc nous sommes obligés de travailler sur un échantillon. Pour cela, on tire un échantillon qui doit être représentatif et nous garantit une bonne méthode d'échantillonnage, notamment la méthode aléatoire. Et puis à la fin, on travaille sur l'échantillon, on analyse la donnée sur l'échantillon et on essaye de faire l'inférence, c'est-à-dire déduire la distribution de la caractéristique d'intérêt qui se trouve dans la population, mais à partir de ce qui est observé sur un échantillon. Cette opération s'appelle l'inférence statistique. Voilà, donc j'ai tout dit. L'échantillon représentatif, j'ai dit que c'est un échantillon qui reflète fidèlement la complexité et la composition de la population. Pour cela, il faut que ça soit aléatoire. Ça veut dire quoi, un échantillon aléatoire? C'est-à-dire l'échantillonnage aléatoire, c'est-à-dire la méthode de prélèvement de l'échantillon doit être fait de manière aléatoire, c'est-à-dire un prélèvement au hasard et de façon indépendante d'un certain nombre petit n d'éléments à partir d'une population de n éléments. Et donc ça, l'échantillonnage aléatoire, ça veut dire tout simplement un tirage au sort. C'est comme si on va faire un tirage au sort. Et un bon tirage au sort, c'est un tirage dans lequel chaque élément de la population doit avoir la même probabilité d'être sélectionné. C'est-à-dire que c'est un tirage au sort, on dispose des listes des individus et on fait un tirage de sort de manière aléatoire. Donc, je vous remercie pour votre attention.